5 mai 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. Dans les actualités de ce jour, un nourrisson de sexe masculin âgé de seulement 11 jours est décédé du mpox à Mahajang. Selon les médecins de l'hôpital Anjouv, l'enfant présentait des complications en raison de sa vulnérabilité. Il a été scientifiquement établi que la contamination provenait de sa mère d'après les explications fournies. Le nourrisson a été inhumé le soir même de son décès. C'est un reportage de Aniane Martina avec l'équipe de Viva Mahajang. Le samedi 2 mai, le nourrisson atteint du mpox a été admis à l'hôpital Anjouv, selon les médecins. Cet établissement prend en charge les enfants de moins de 5 ans ainsi que les femmes enceintes et allaitantes touchées par le mpox à Mahajang. D'après les explications, il s'agissait déjà d'un cas grave. L'enfant est décédé dans la nuit de dimanche. Les médecins ont également confirmé que la transmission du virus s'est faite par contact avec la mère du nourrisson. Ce décès porte à 2 le nombre de morts liés au mpox à Mahajang et à 4 sur l'ensemble du territoire national depuis l'apparition de cette épidémie à Madagascar. Selon les statistiques officielles, le nombre de cas continue d'augmenter. À ce jour, 1335 cas confirmés ont été recensés sur 2072 tests effectués à travers le pays. Le mpox est désormais présent dans 54 districts de Madagascar. Restons toujours à Mahajang. Une dizaine d'étudiants de l'université d'Ambondj à Mahajang ont été victimes d'une intoxication alimentaire le week-end dernier. Selon leurs témoignages, ils sont tombés malades après avoir consommé de la nourriture auprès d'un vendeur sur le campus universitaire. C'est un reportage de Fandessena Mireille avec l'équipe de Viva Mahajang. Les faits se sont produits samedi aux environs de 18h. Les étudiants ont consommé une salade de pâtes. Quelques heures plus tard, dans la nuit de dimanche vers 1h du matin, les premiers symptômes apparaissent, douleur abdominale et diarrhée. Les victimes ont été rapidement prises en charge au CHU Mahavouketsim. Selon les responsables de l'établissement, aucun décès n'est à déplorer. Toutefois, un étudiant reste encore en observation. Face à cette situation, les autorités sanitaires appellent les vendeurs à renforcer les règles d'hygiène et les conditions de conservation des aliments afin de prévenir de nouveaux cas d'intoxication alimentaire. Revenons à présent dans la capitale. Le tarif des transports en commun devrait actuellement se situer autour de 800 ariars et compte tenu du prix du carburant selon l'Union des transporteurs. D'après leur explication, des discussions et concertations devraient avoir lieu face à la hausse du prix du carburant. Les transporteurs regroupés au sein de cette union attendent également la vérité des prix du carburant avant de fixer le tarif réel du transport, comme ils l'ont déclaré aujourd'hui dans ce reportage de Aniane Martina sur les images d'Yves Janel. Le secteur du transport est une activité commerciale comme les autres, ont affirmé aujourd'hui les membres de l'Union des transporteurs. En effet, avec le prix actuel du carburant, le tarif minimum devrait avoisiner les 800 ariars. Toutefois, ils préfèrent attendre la vérité des prix du carburant avant de déterminer le tarif réel, selon leur explication. Les transporteurs affirment subir des pertes avec le tarif actuellement en vigueur. Une révision de ce tarif est donc essentielle pour eux. Du côté des citoyens interrogés aujourd'hui, une nouvelle hausse du tarif serait difficile à supporter. Néanmoins, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de s'adapter à la situation si une augmentation venait à être appliquée. Des concertations avec les autorités compétentes sont encore attendues concernant cette révision des tarifs, ont réitéré aujourd'hui les représentants de l'Union des transporteurs. Restons toujours dans cette page économique. La TVA de 20% appliquée aux intérêts bancaires pourrait être supprimée dans le cadre de la loi de finances rectificative 2026, bien qu'elle ait déjà été intégrée dans la loi de finances 2025. Sa mise en application est suspendue. Il convient de rappeler que cette taxe avait été instaurée dans le cadre d'un accord avec le FMI. Les détails avec Rose Christelle Rakoutumalal. Si la taxe de 20% prélevée sur les intérêts bancaires a été réintroduite en 2025, elle pourrait être supprimée dans le cadre de la loi des finances rectificatives 2026. Cette information a été communiquée à l'issue de la rencontre entre le ministre de l'économie et des finances et les jeunes entrepreneurs, membres du jeune patronat malagasy hier. Cette taxe s'appliquait au financement par caisse et par signature, à l'exception des prêts à la consommation et des institutions de microfinance. Elle a été suspendue temporairement pour cette année 2026.
Pour rappel, cette taxe avait été appliquée pour la dernière fois en 2006 et sa réintroduction en 2025 était nécessaire afin de bénéficier de la FEC du FMI. Cet accord stipulait que Madagascar devait mobiliser environ 280 milliards d'ariars de recettes fiscales supplémentaires par an sur une période de 3 ans. Madagascar reste dépendant du FMI pour soutenir son économie et l'État avait également pris en compte les aspects sociaux et humains dans sa décision de réintroduire cette taxe. Il existait également à l'époque un projet d'augmentation de la taxe sur le riz. Toutefois, cette décision devra encore être validée par l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi des finances rectificatives 2026. Dans la suite des actualités de ce soir, page politique, la première session ordinaire de l'année 2026 est ouverte ce jour au sein de l'Assemblée nationale. Conformément aux dispositions de la Constitution, cette session s'ouvre chaque premier mardi du mois de mai en présence des députés et dure 60 jours. Plusieurs projets de loi seront examinés au cours de cette période selon les déclarations du président de cette institution aujourd'hui. Restons toujours au niveau de l'Assemblée nationale, parlons de l'affaire du député du 5e arrondissement. Justement, ce député, Nev Raouldine, est actuellement placé en garde à vue à la gendarmerie de Fiadanan après avoir été arrêté à son domicile à Nalamainti à 2h du matin le samedi 2 mai dernier, selon des sources. La ministre de la Justice a également indiqué aujourd'hui que la demande de main levée de l'immunité parlementaire de ce député Irmar est déjà déposée auprès du bureau du président de l'Assemblée nationale. Des proches ont confirmé aujourd'hui l'arrestation du député élu dans le 5e arrondissement, Nev Raouldine. Selon cette source, il est arrivé à Madagascar au début du mois de mai, après plusieurs mois de traitement en Inde, où il a subi une opération du cœur. Le soir même de son arrivée, le 2 mai, à 2h du matin, les forces de l'ordre se sont présentées à son domicile à Nalamaints et ont procédé à son arrestation, toujours selon cette source. Il a été immédiatement conduit à la gendarmerie de Fiadanan. Pour l'heure, les raisons précises de l'enquête le concernant restent inconnues. Cependant, tout au long de cette situation, Nev Raouldine bénéficie toujours de l'immunité parlementaire en tant que député. Or, selon la loi, un député ne peut être arrêté en cours de mandat, sauf en cas de flagrant délit. L'article 73 de la Constitution stipule qu'aucun député ne peut pendant les sessions être poursuivi et arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, sauf en cas de flagrant délit. Aucun député ne peut hors session être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau permanent, sauf en cas de flagrant délit de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. Cependant, la situation actuelle semble différente. L'arrestation a déjà eu lieu avant même l'engagement de la procédure de demande de levée de l'immunité parlementaire par le ministère de la Justice. Hier, le président de l'Assemblée nationale a déclaré que l'institution n'avait pas encore reçu cette demande. En effet, le ministère de la Justice ne fait que formuler la demande, tandis que la décision d'accepter ou non la levée de l'immunité parlementaire relève du bureau permanent de l'Assemblée nationale. Et rappelons que le député Nev Raouldine est le 3e député issu du groupe Irmar à être arrêté, outre ceux déjà déchus de leur mandat d'élu. Et dans la suite des actualités de ce soir également, page fait divers, un homme est décédé après avoir été poussé par son épouse depuis une fenêtre située à l'étage à un casne à 67 hectares ce matin. Une dispute conjugale serait à l'origine de ce drame. Selon les témoignages des riverains, les disputes sont fréquentes au sein du couple. Reportage de Aniana Martina et Yves Janel. Le drame s'est produit ce matin au quartier des 67 hectares où un homme de 37 ans a perdu la vie. D'après les informations, c'est son épouse qui l'aurait défenestré lors d'une dispute. Les voisins affirment que les altercations étaient récurrentes au sein de ce couple. Une enquête a été immédiatement ouverte par la brigade criminelle à la suite de cet incident. La femme âgée de 29 ans a été placée en garde à vue. Un tel acte est passible de poursuites judiciaires pouvant conduire à une peine d'emprisonnement conformément à la loi.
Page sociale, de nombreuses personnes exercent illégalement la profession de sage-femme à Madagascar sans disposer de diplôme requis selon la présidente de l'Ordre des sages-femmes. Face à cette situation, l'Ordre affirme qu'il ne tolérera pas ces pratiques et prendra des mesures contre les usurpateurs. La journée internationale des sages-femmes a été célébrée ce 5 mai à Madagascar. La commémoration officielle s'est tenue dans la région Anoussi, rassemblant les sages-femmes du pays. Les détails avec Radra Manazatouf. Le nombre de sages-femmes reste insuffisant à Madagascar au regard de la croissance démographique, a indiqué la présidente de l'Ordre. La présence de faux professionnels porte également atteinte à l'image de la profession, d'où la nécessité de prendre des mesures. Les sages-femmes doivent par ailleurs adhérer à l'Ordre avant d'exercer, afin de pouvoir les distinguer des imposteurs et garantir leur protection dans l'exercice de leurs fonctions. Comme chaque année, la journée internationale des sages-femmes est célébrée le 5 mai. À Madagascar, les festivités se sont déroulées dans la capitale de la région Anoussi, avec diverses activités tout au long de la journée. Et 180 enseignants du primaire de la promotion Minsk, issus de 7 circonscriptions scolaires de la région Vakna-Karach, ont suivi pendant 2 ans une formation au sein du centre régional de l'Institut national de formation pédagogique ou CRI-NFP d'Antirabé. Il s'agit d'une formation à distance visant à améliorer la qualité de l'enseignement. La cérémonie de sortie de promotion et de remise des attestations de fin de formation s'est tenue samedi dernier. C'est un reportage de James Orangian Armanan, Viva Antirabé. Ces 180 enseignants du primaire provenant des 7 circonscriptions scolaires relevant de la direction régionale de l'éducation nationale de Vakna-Karach ont bénéficié de 2 années de formation au CRI-NFP d'Antirabé. Cette formation à distance organisée par l'NFP centrale est destinée aux enseignants fonctionnaires en activité dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement. Elle est dispensée dans plusieurs centres de formation à travers le pays. Cette formation représente un atout majeur pour les bénéficiaires car elle a un impact direct sur leur pratique professionnelle. Au cours de ces 2 années, les enseignants ont suivi différents types de formations. Ils ont également reçu des équipements pour les accompagner durant leur apprentissage. La cérémonie de sortie des 180 enseignants de la promotion Minsk s'est tenue samedi dernier au Centre de communication et de la culture de Pistovatfout à Antirabé, suivi de la remise des attestations de formation à distance. À l'issue de cette formation, un accompagnement continu est prévu au niveau de chaque circonscription scolaire ainsi qu'au sein de la direction régionale de l'éducation nationale de Vakna-Karach. Poursuivant les actualités dans la page sportive, la Ligue d'Analamang soutient toutes les activités organisées par les clubs de la région selon les propos de son président Farati Naraharmanan. Dans le cadre de ce nouveau mandat, l'objectif de la Ligue est de promouvoir davantage cette discipline. Le CGM au Cercle Germano-Malagasy Chess Club a quant à lui procédé à l'ouverture de la saison 2026 le week-end dernier lors d'un événement organisé au CGM à Nalankeli. Reportage. C'est à travers une compétition que le club d'échecs du CGM a lancé la nouvelle saison 2026. Ce tournoi, qui s'est déroulé sur 2 jours, a réuni plus de 40 joueurs qui se sont affrontés dans les catégories rapides et blitz au CGM à Nalankeli. La Ligue d'Analamang figure parmi les principaux soutiens de ce type d'initiative organisée par les clubs. Actuellement, la Ligue d'Analamang continue d'explorer toutes les opportunités pour développer cette discipline sans se limiter uniquement à l'organisation des compétitions fédérales. La collaboration entre la Ligue et la Fédération est désormais bien établie, avec un soutien mutuel renforcé. On recense aujourd'hui plus de 20 clubs dans la région d'Analamang. La Ligue reste pleinement engagée à accompagner toutes les initiatives mises en place par ces clubs, selon les explications. Dans la suite des actualités sportives, près de 300 joueurs ont participé au championnat de tennis de la section d'Antananarivo. Le taux de participation a nettement augmenté, mais la section cherche encore des moyens d'accroître le nombre de joueurs afin de redonner toute sa valeur à la discipline. La compétition, ouverte à toutes les catégories, s'est achevée dimanche dernier à la ZUT 1-4. Reportage de Narsou Razakassan et Michel Rakoutson. Le taux de participation des joueurs de tennis a triplé lors du championnat de la section d'Antananarivo capitale, une compétition ouverte à toutes les catégories. Il s'agit du premier événement organisé par la section après l'élection de son nouveau président, Tulchara Sulzatov. L'objectif fixé est de redonner ses lettres de noblesse au tennis.
Le niveau technique des joueurs a également fortement progressé. Les jeunes talents et la relève se sont particulièrement illustrés. Selon les explications, leur parcours ne se limitera pas aux compétitions régionales. Dans le cadre de ce nouveau mandat, la priorité stratégique de la section reste l'augmentation du nombre de pratiquants. Toutefois, relancer pleinement et rapidement sa discipline demeure un défi. La section travaille néanmoins en étroite collaboration avec les clubs officiellement reconnus afin de développer davantage le tennis, en particulier au sein de la section considérée comme le socle de l'avenir de cette discipline à Madagascar. Passons à présent à la page internationale. Après près de 4 millions de ressortissants, la communauté malienne en Côte d'Ivoire est l'une des plus importantes du pays. Très active dans le commerce et le transport, elle contribue largement au dynamisme économique. Les attaques survenues récemment au Mali ont ravivé l'inquiétude au sein de cette communauté, notamment sur le corridor Abidjan-Bamako-Abidjan, axe essentiel des échanges. France 24. C'est dans l'une de ces gares de fret que tout se joue avant le départ. Sur le corridor Abidjan-Bamako-Abidjan, rien n'est officiellement fermé. Mais plus personne ne part comme avant. Chaque départ se prépare, chaque trajet se discute. Objectif, continuer sans être pris de coup. Il y a eu ce qu'on appelle une prise de précaution. On a pris toutes les précautions pour s'assurer que de l'autre côté là-bas, la situation n'impacte pas le trafic. Les dispositions qu'on a prises donc pour parer à toute éventualité, en clair, nous évitons d'être surpris. Sur le terrain, cette prudence est bien visible. Dans les gares et les zones de fret, certains camions restent encore à l'arrêt par précaution. D'autres, malgré l'incertitude, continuent de prendre la route. Omar fait partie de ceux qui poursuivent le trajet. À peine rentré de Bamako il y a quelques heures, il se prépare déjà à repartir. J'ai quitté jusqu'à Bamako là. Je n'ai pas arrêté qu'au problème de la route là. Je fais 3 jours, je vais rentrer à Bamako. L'inquiétude n'empêche pas les départs, mais elle s'invite dans des foyers. Dans ce grain à bobo, les sujets de discussion ont changé. On ne parle plus de football ici. On analyse l'actualité malienne avec une toile de fond, une même inquiétude, l'incertitude, dans l'attente de nouvelles rassurantes. Ces jeunes Maliens vivant en Côte d'Ivoire gardent le lien avec leurs proches. Mon parent est au Mali. Je ne sais pas si l'attaque est possible pour aller au blanc. Je ne sais pas, mais ils sont inquiets. Voilà, vraiment. Ça m'inquiète aussi, vraiment. Le moment de l'attaque, là, je vais rester ici pour chercher l'argent pour envoyer à ma famille. Malgré le contexte, le corridor Abidjan-Bamako-Abidjan reste actif. Chaque jour, plusieurs dizaines de cars et de camions transportant plusieurs personnes et marchandises empruntent ce axe avec une organisation et une prudence renforcée depuis le début de la crise. Restons toujours dans le continent africain. En République centrafricaine, plus de 2000 déplacés internes vivent à Bangui dans des conditions précaires. En cause, les inondations dévastatrices qui ont ravagé leur habitation en 2023 sur l'île Bangoussoua, relogés aux abords de la rivière Mpoko. Ils attendent toujours d'être relogés dans les logements sociaux promis par le gouvernement centrafricain. Toujours un reportage de France 24. Nous sommes dans le 2e arrondissement de Bangui, sous des bâches usées. Ils sont en tout 250 ménages, essentiellement des déplacés internes, à vivre ici. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas notre sort. On nous a montré le site censé accueillir notre relocalisation, mais hélas, les travaux de construction n'ont jamais démarré. Nous faisons face à de nombreuses difficultés et nous ne savons pas où aller, ce qui nous oblige à dormir sous des bâches. Les conditions sanitaires sont d'autant plus préoccupantes que le site est privé d'eau potable. Sous cet hangar en bâche, Esther berce son enfant malade. Nous avons de sérieux problèmes, surtout nous les femmes. Nous n'avons pas de toilettes pour nous laver convenablement. Nos enfants souffrent de maladies telles que le paludisme. C'est le gouvernement qui nous a installés ici. Nous lui demandons de nous venir en aide. Les autorités se disent conscientes des difficultés de ces déplacés et réitèrent leurs engagements à construire des logements sociaux pour les abriter. Nous avons obtenu du gouvernement, je fais partie du gouvernement,
un site de 150 hectares à 25 km de Bangui, c'est à Samba. Et ce site est octroyé pour la construction des logements sociaux pour ces personnes déplacées internes. Donc actuellement, il y a des travaux d'aménagement qui se font sur le site et bientôt, je pense que nos frères et sœurs, les déplacés internes de l'île Bongossoa, vont trouver quand même réponse à leurs problèmes, à leur situation. Alors que la saison des pluies approche à grands pas, les déplacés sont encore plus inquiets et attendent impatiemment la concrétisation des promesses de logements sociaux. Restons toujours à l'international. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré hier un cessez-le-feu de 2 jours dans le conflit avec l'Ukraine pour célébrer le 9 mai, date anniversaire pour l'ex-Union soviétique de la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945, alors que son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky a décrété que la trêve perdrait effet dans la nuit du 5 au 6 mai. Selon un reportage de France 24. Bien, mais peut mieux faire. Voilà en substance la réponse de Volodymyr Zelensky à la proposition russe d'une trêve de 2 jours. Pour forcer la Russie à accepter un cessez-le-feu durable, le président ukrainien fait une contre-proposition. Nous annonçons un cessez-le-feu entrant en vigueur à minuit dans la nuit du 5 au 6 mai. D'ici là, il est réaliste de garantir le respect du cessez-le-feu. Nous agirons de même à partir de ce moment. Il est temps que les dirigeants russes prennent des mesures concrètes pour mettre fin à la guerre. Pour Volodymyr Zelensky, c'est l'occasion de reprendre la main et de ne pas se laisser dicter l'agenda russe, d'autant plus qu'aucune demande officielle de trêve ne lui a été faite. Comme chaque année, Moscou commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale par d'importants défilés militaires. Voici un message urgent du ministère russe de la Défense. Suite à une décision du commandant suprême des forces armées russes, un cessez-le-feu est décrété les 8 et 9 mai 2026 pour commémorer l'anniversaire de la victoire du peuple soviétique lors de la Grande Guerre patriotique. Je cite, « Nous attendons de la partie ukrainienne qu'elle suive cet exemple ». Ces propositions interviennent alors que les pourparlers de paix par l'intermédiaire des États-Unis sont au point mort. Sur le terrain, les bombardements russes se sont intensifiés ces dernières semaines. Aux missiles de Moscou, l'Ukraine répond par des attaques de drones. Pour la première fois depuis l'été 2023, l'armée russe perd du terrain. La zone contrôlée par la Russie a diminué de 120 km² au mois d'avril. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. Bonne soirée à tous. Au revoir.